tous. Nous allons présenter une approche mixte pour décrire la mortalité, la violence parmi les réfugiés maliens et les populations hautes en Mauritanie, dans le département de Basse-Kounou. Depuis plus d'une décennie, la région du Sahel fait face à une crise sécuritaire et humanitaire importante. L'insécurité au Mali a occasionné les déplacements de plusieurs familles vers la Mauritanie. Les premières vagues de réfugiés sont arrivées en Mauritanie autour de 2012 et ont été principalement localisées dans le camp d'Embera. Et les dernières vagues, toujours d'actualité, ont débuté depuis le mois d'août 2023. Il se pose maintenant des défis importants pour ce qui est des réfugiés et même la communauté haute. Et la plupart d'interventions qui se passent sur terrain se focalisent plus sur le camp d'Embera. Alors, il y a eu un besoin de comprendre quelle est la situation des réfugiés qui sont en dehors du camp d'Embera. Notre objectif principal a été de décrire et de mettre en contexte la mortalité et les expériences de violence vécues à la fois par les réfugiés maliens et par la communauté haute. Et pour cela, nous avons été amenés à estimer la taille des populations réfugiées et hautes dans les départements de Basse-Kounou en excluant le camp d'Embera. Et nous avons été amenés à calculer des taux de mortalité, à analyser les causes principales de la mortalité, à analyser, examiner les différents types et fréquences d'événements violents, mais aussi d'explorer les expériences et les conditions de vie dans ces contextes violents parmi les réfugiés et aussi au sein de la communauté haute. Pour la partie quantitative, nous avons mené une étude rétrospective avec un échantillonnage en grappe à 2 degrés et nous avons eu comme cible tous les villages qui accueillent les réfugiés dans les départements de Basse-Kounou en excluant le camp d'Embera. Tous les membres des familles, pendant la période allant de août 2023 à janvier 2025, ont été pris en compte, ce qui fait une période de rappel de 17 mois. Et l'équipe GIS nous a aidé à compter tous les toits de la zone qui accueille les réfugiés. Et à partir de cela, nous avons sélectionné au hasard un échantillon de 126 grappes. Du 6 au 18 janvier 2025, nous avons pu atteindre 4 511 individus dans notre échantillon provenant de 828 familles, parmi lesquelles 18,9% étaient des réfugiés. Cependant, nous avons constaté une sous-représentation des jeunes âgés de 20 à 24 ans parmi les hommes réfugiés. Pour les besoins d'estimation des populations, sur les 37 317 abris comptés par l'équipe GIS, nous avons inclus 2 653 abris dans notre enquête et 17,9% d'abris appartenaient aux réfugiés. Et si nous évaluons la moyenne des personnes par abri, nous avons eu 4,5 personnes par abri pour les réfugiés et en moyenne 3,1 personnes pour la population haute. À l'issue des différents calculs que nous avons réalisés, nous avons eu une estimation des populations à 29 739 réfugiés, 692 retournés et 94 898 de la population haute. Pour évaluer la mortalité, les taux de mortalité de notre étude étaient exprimés en nombre de décès pour 10 000 personnes par jour pendant la période des rappels. Et nous avons constaté que les taux bruts de mortalité chez les réfugiés étaient les doubles de ceux qu'on a observés dans la communauté haute. Mais lorsqu'on se focalise sur les hommes, on se rend compte que les taux chez les hommes réfugiés étaient 3 fois plus élevés que ceux qu'on observe dans la communauté haute. Cette carte représente la répartition géographique
des décès, avec en vert le Mali, en orange la Mauritanie. Et les cercles sont proportionnels au nombre de décès par site. Et la couleur rouge représente les réfugiés, la couleur violette représente la communauté hôte. Et nous avons pu constater que les 2/3 des décès des réfugiés ont été enregistrés pendant qu'ils étaient encore au Mali. Il est important de noter quand même que pour les décès des réfugiés, 4 décès de réfugiés sur 7 étaient liés à la violence. Ainsi, pour essayer d'analyser les événements violents, nous avons calculé des taux d'incidence de la violence qui représentent le nombre d'événements violents pour 10 000 personnes par jour pendant la période des rappels. Et nous avons eu une incidence de la violence 12 fois plus élevée dans la communauté des réfugiés comparée à la communauté hôte. En termes de proportions, dans notre échantillon, 5,9% des réfugiés ont affirmé avoir vécu un épisode violent contre 0,5% au sein de la communauté hôte. Il est important de noter cependant qu'il y a plusieurs qui ne voulaient même pas répondre à cette question liée à la violence. Et les taux de non-réponse étaient 3 fois plus élevés parmi les réfugiés comparés à la population hôte. Cette carte représente la répartition géographique des événements violents. Et comme précédemment, en couleur verte, nous voyons le Mali, en couleur orange, la Mauritanie. Et les cercles sont proportionnels au nombre d'événements violents par site. Et la couleur rouge représente les réfugiés, la couleur violette représente les résidents et retournés. Et on peut se rendre compte que tous les événements violents rapportés par les réfugiés se sont déroulés pendant qu'ils étaient au Mali, et on sent une meilleure sécurité pour les réfugiés dès leur entrée en Mauritanie. Et quand nous avons analysé la nature de la violence, on s'est rendu compte que la violence armée a été rapportée uniquement par les réfugiés pendant qu'ils étaient au Mali. Et les cas de violences sexuelles qu'on a pu collecter provenaient de la communauté hôte. Et là, je vais passer la parole à Pascal pour approfondir la composante qualitative de notre étude. Merci Gaston et bonjour à tous. Donc, pour la composante qualitative, elle a été menée dans 3 sites du département de Basse-Kounou. Donc, le choix a été guidé par les résultats de l'enquête quantitative, mais aussi avec la volonté d'avoir une diversité géographique et sociale parmi les participants. Donc, on a inclus le site rural de Marel et le site semi-urbain de Douankara, que vous pouvez voir, qui sont tous les deux situés proches de la frontière malienne et où les communautés hôtes et réfugiés cohabitent, et aussi le site d'Agor, un petit peu plus haut en rouge, où se situe un ancien camp de réfugiés et où les communautés vivent séparément. Donc, pour cette composante, nous avons mis en œuvre l'approche RAPID-PIR, acronyme d'évaluation et recherche ethnographique participative, qui consiste à mobiliser et former des chercheurs pairs issus des communautés d'intérêt pour mener la collecte de données dans leur contexte naturel et mettant à profit les relations de confiance existantes avec leurs pairs. Elle a été menée en 7 étapes. Donc, tout d'abord, nous avons formé en recherche qualitative les superviseurs de la composante quantitative, dont les compétences et sensibilités culturelles nous ont facilité l'accès aux communautés, assuré des traductions fiables et puis soutenu aussi la mise en œuvre de l'étude. Puis, à la suite d'une cartographie, nous avons mené des consultations communautaires avec les autorités, représentants et parties prenantes clés pour présenter l'étude et les solliciter pour l'identification des chercheurs pairs. Nous avons sélectionné les chercheurs pairs parmi les personnes qui ont été nominées par ces autorités. Elles devaient répondre à des critères préspécifiés, donc adultes volontaires, sans position d'autorité. Et ces personnes ont ensuite été validées par les informateurs clés de la communauté qui n'avaient pas participé aux nominations. Puis, ces chercheurs pairs ont reçu une formation de 2 jours dans la langue de leur choix. Cette formation était interactive, adaptée à des niveaux d'alphabétisation variables et s'est axée sur la collecte de données qualitatives et ses aspects éthiques, notamment la gestion des sujets sensibles.
Après leur formation, les chercheurs pairs ont mené dans leur communauté des entretiens conversationnels avec des participants choisis au sein de leurs cercles sociaux et ils ont abordé 5 thèmes clés centrés autour des événements marquants liés à la crise. Puis, les chercheurs pairs ont participé à des séances de débriefing individuelles avec l'équipe de recherche pour restituer le contenu de ces entretiens. Les séances ont été enregistrées par audio et documentées par des fiches de synthèse. Et un débriefing collectif ou individuel mené par la responsable des activités de santé mentale de MSF a été proposé afin d'aider à la gestion des émotions suscitées par les récits. Et puis enfin, les résultats préliminaires de l'étude ont été présentés pour discussion et validation par les communautés lors d'ateliers de restitution qui étaient ouverts à tous les membres de la communauté, organisés par les autorités en présence des chercheurs pairs et des représentants MSF et du ministère de la Santé. Et toutes ces activités ont été menées en environ 6 semaines. Donc pour les résultats, au total, nous avons collaboré avec 31 chercheurs pairs qui ont mené des entretiens avec 68 participants âgés de 20 à 83 ans. Dans ces 2 groupes, la répartition était équilibrée en termes de genre et aussi de représentation, avec des participants issus des communautés, donc réfugiés touaregs, réfugiés peuls, réfugiés retournés et hôtes arabes. Les critères les plus fréquemment cités pour la sélection des participants par les chercheurs pairs étaient des relations de confiance préexistantes, une perception d'honnêteté et d'intégrité, des vulnérabilités spécifiques ou avec l'expérience d'événements marquants lors de l'exil. Donc, les récits concernant les événements avant l'exil ont décrit des attaques menées par les groupes armés en uniforme et des mercenaires, caractérisées par des violences extrêmes qui incluaient des exécutions arbitraires par arme à feu, décapitations, pendaisons, personnes brûlées vives, des corps jetés dans des fosses communes, des violences sexuelles, des actes de torture, des passages à tabac, des arrestations arbitraires et des enlèvements. Les violences décrites ciblaient principalement les hommes et les garçons, mais elles ont également révélé un acharnement particulier sur les femmes enceintes et le massacre méthodique de familles entières. Ces actes ont généralement été perpétrés en public, terrorisant les populations. Et les témoignages recueillis décrivent majoritairement des violences qui ont été observées, souvent subies par des proches, avec peu de récits de violences directes. Les violences ont également inclus le pillage systématique des biens, des destructions de maisons, de champs, de greniers, l'abattage du bétail et le sabotage délibéré d'infrastructures telles que les points d'eau. Les violences étaient souvent accompagnées de menaces répétées, une stratégie d'intimidation qui a forcé les populations à l'exil. Les fuites vers la Mauritanie ont été marquées par des départs précipités, souvent sans bien personnel, et des trajets périlleux de plusieurs jours effectués de nuit par tous les moyens, y compris à pied. Les récits rapportent des preuves de violence sur les routes, incluant des cadavres, des habitations, champs et voitures brûlées, mais surtout un risque de violence persistant jusqu'à la frontière, avec des patrouilles armées soutenues par des drones de surveillance et de nombreuses exactions comprenant des fouilles arbitraires, exécutions, viols, vols, arrestations et enlèvements. Alors, arrivant en Mauritanie, les partisans rapportent que les violences subies et observées continuent d'avoir des impacts physiques et psychologiques qui se manifestent par des pensées intrusives, des symptômes de dépression et d'anxiété, des troubles du sommeil, des comportements d'isolement social, de mutisme, d'autonégligence, ainsi que des manifestations psychosomatiques persistantes et des conséquences en santé reproductive. On a recueilli plusieurs récits qui ont fait état d'avortements spontanés, de décès néonatal et maternels qui ont été attribués par les participants au traumatisme suscité par les violences. Les conditions de vie en Mauritanie, bien que sécurisées, restent difficiles et contribuent à alourdir la charge mentale des réfugiés. Elles sont caractérisées par une grande précarité économique liée au soutien humanitaire très limité et au manque d'accès à des activités génératrices de revenus, avec de nombreux ménages qui dépendent de dettes et de mendicité pour survivre.
Il y a aussi une insécurité alimentaire, un accès limité à l'eau et aux infrastructures d'hygiène, ainsi qu'une offre de soins réduite et qui ne répond pas à tous les besoins. Les populations hautes sont également négativement impactées et rapportent un appauvrissement grandissant dû à la limitation ou l'interruption de leur activité économique, notamment agriculture et élevage, et une compétition accrue pour les ressources telles que l'eau et les soins de santé. En conséquence, les efforts de solidarité s'érodent, ce qui alimente les tensions intercommunautaires et menace la coexistence pacifique à long terme. Donc, pour résumer, notre étude révèle des disparités significatives entre les populations hautes et réfugiés, ces derniers ayant été plus exposés aux violences et victimes de morts violentes. Les participants réfugiés rapportent que les violences extrêmes subies ou observées avant ou pendant l'exil ont généré des traumatismes profonds qui sont aggravés par leurs conditions de vie précaires dans le pays d'accueil. Ces résultats soulignent l'urgence de la mise en place d'interventions multisectorielles ciblées pour répondre aux vulnérabilités et aux besoins essentiels des réfugiés, mais aussi des communautés hautes. Cela inclut des soins en santé mentale, en santé sexuelle et reproductive et à d'autres services de santé essentiels, mais aussi à l'accès à la nourriture, à l'eau, à des abris sûrs, à des moyens de subsistance et à la protection des personnes vulnérables. Par son approche participative par méthode mixte, cette étude nous a permis de quantifier, de décrire et de contextualiser les schémas de violence et de décès violents, tout en restant respectueuse des traumatismes et ancrée culturellement pour amplifier les voix des communautés. Grâce à cette approche, nous avons également pu compenser les limites méthodologiques comme la sous-déclaration ou les biais des survivants et atténuer les risques éthiques. Enfin, notre étude a pu produire relativement rapidement des données robustes pour identifier les priorités humanitaires et contribuer à la formulation de recommandations opérationnelles concrètes et de messages de plaidoyer. Nous tenons à remercier sincèrement les communautés du département de Bassi-Kounou, les chercheurs pairs, les superviseurs de l'étude, nos partenaires au ministère de la Santé mauritanien et nos collègues MSF et Épicentre pour leurs précieuses contributions. Merci pour votre attention.